et il appartenait au Conseil constitutionnel, suivant les règles de l'art, dans les formes et délais, d'examiner. Oui, vous savez, moi je pense que le but recherché en créant le désordre là, c'était d'empêcher de dire ces résultats ou dire après que le Conseil constitutionnel, la CEI était folklore, oui, et laisser maintenant le Conseil constitutionnel jouer le jeu. Le jeu était savamment. C'est aussi leur a rendu en quelque sorte la tâche un peu difficile en proclamant quand même ces résultats, malgré l'aspiration de l'intimité. Le déni de la démocratie dans nos États, ce n'est pas le fait des populations, c'est le fait de quelques hommes. Je ne veux même pas dire que c'est le fait de tous les acteurs politiques. Le fait de quelques hommes qui, à un certain moment, à un moment donné de l'histoire politique d'un pays, détiennent la décision de dire juste, de dire vrai, mais qui choisissent de dire mal. Et ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, c'est parce que quelques hommes et femmes ont la possibilité de conclure ce processus de paix en toute transparence, avec la légitimité populaire et avec dignité, mais qui ont choisi évidemment de servir plutôt que de sévir, et plutôt que de rendre justice. Merci Maître Diogbenou. Nous allons refaire un petit tour à la régie pour voir d'autres images en provenance de la Côte d'Ivoire. Le temps de permettre à notre quatrième invité de s'installer, M. Vincent Folly, directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. C'est avec plus d'une heure de retard sur le programme prévu que la cérémonie d'investiture de Laurent Gbagbo a débuté ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Le président de la Cour constitutionnelle, Paul Yaoundé, a longuement égrené les chiffres et exposé les raisons pour lesquelles il a annulé les résultats des 7 départements du nord du pays, fief d'Alassane Ouattara. Il a ainsi inversé les résultats de la commission électorale indépendante pour finalement proclamer Laurent Gbagbo vainqueur. Entouré de proches, de partisans et d'officiels, Laurent Gbagbo a prêté serment. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Cette cérémonie a été organisée pour faire taire toute contestation, alors que l'ONU reconnaît la victoire d'Alassane Ouattara, même en tenant compte des réclamations déposées par le clan présidentiel. Le résultat ne change pas, c'est-à-dire, je ne dis pas les pourcentages, le résultat confirme encore M. Alassane Ouattara le vainqueur du second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire. L'ONU, mais également l'Union européenne, les États-Unis et la France demandent le respect du choix des Ivoiriens. Un président est élu en Côte d'Ivoire, l'ensemble de la communauté internationale et les Nations Unies l'ont reconnu. Ce président, c'est M. Alassane Ouattara. La France soutient la démocratie et la volonté libre du peuple ivoirien. Après les cris de joie et les scènes de liesse des partisans des 2 candidats déclarés tour à tour vainqueurs, la situation s'est tendue. Un tir nourri a été entendu la nuit dernière et 2 cadavres découverts. Dans la matinée, la capitale économique tournait au ralenti, les rues étaient quasiment désertes, la tension palpable et les Ivoiriens inquiets. Tout le monde en a marre, on est fatigué, l'économie ça ne va pas, on fait des élections, les résultats sont là, ça c'est confisqué, on ne peut pas évoluer, on en a marre, on est fatigué. Une fumée noire s'élève au-dessus d'Abidjan, la Côte d'Ivoire a 2 présidents et un avenir bien sombre. Voilà, la Côte d'Ivoire a 2 présidents et un avenir assez sombre, disait tout à l'heure le reporter de Canal France International. Vincent Folly, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune, nous a finalement rejoint. Vous qui revenez de la Côte d'Ivoire, vous avez eu juste le temps de sortir de ce pays avant la fermeture de la frontière. Est-ce que vous avez eu ce sentiment dans ce pays, comment vous étiez? Quel sentiment? Que l'avenir de la Côte d'Ivoire est sombre. Je ne sais pas si on peut dire autre chose sur ce plateau. L'avenir, s'il n'est pas sombre, il n'est pas clair. Et personne ne peut prédire et prévoir, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'analystes, beaucoup de professeurs de droit ici. Mon ami Joël Ataï-Gedegbe
Et je ne crois pas que la situation de la Côte d'Ivoire soit enviable. Et c'est même inquiétant. Ce pays, je voudrais présenter les excuses parce que je devais être à l'heure à ce rendez-vous, mais voilà. Il y a eu d'autres contingences qui ont fait que je suis venu en retard et je le regrette beaucoup. Et je crois que vous avez dit un certain nombre de choses sur lesquelles j'aurais pu peut-être réagir. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais je suis sûr que la situation... Oui. Mais ce pays, la Côte d'Ivoire, vu du Bénin, je crois que nous n'avons pas encore, de mon point de vue, compris l'importance de ce pays pour le Bénin, pour l'Afrique, pour la sous-région. Moi, j'y ai vécu un certain nombre d'années et je connais ce pays moins mal que tous les autres, moins mal que le Bénin même. Et je peux dire que ce qui touche la Côte d'Ivoire touche le Bénin. Nous avons plus d'1 million de compatriotes en Côte d'Ivoire. Donc le Bénin ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe là. Et je veux dire que la manière dont notre presse a traité du sujet montre que nous ne savons pas encore ce que représente ce pays. Je suis heureux d'avoir appris depuis là-bas que le débat entre les deux protagonistes a été diffusé par les 4 chaînes de télévision. C'est très important. Je crois que c'était un moment important de l'histoire de l'Afrique, de la sous-région, de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'histoire de l'Afrique. Et je dis que notre presse n'a pas encore pris la mesure. Parce que nous sommes toujours dans nos petits débats, Yahi et tous les autres. Vous n'étiez pas au pays? Non, je n'étais pas au pays, mais je connais. Je sais comment nous travaillons dans la presse. Et nous sommes trop centrés sur nos sujets. Et lorsque vous écoutez les revues de presse des autres sur les grandes chaînes de télévision, le Bénin n'est jamais cité, notre presse n'est jamais citée pour parler des événements qui ont lieu ailleurs. Tout ça, c'est pour dire, je ne voudrais pas perdre du temps, et je crois qu'on ne devrait pas perdre du temps, pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays très important. Et si ce qui arrive en Côte d'Ivoire ne nous touche pas, ça va nous toucher demain. Donc, c'est extrêmement grave ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Et il faudrait que nos dirigeants qui observent ça et qui doivent suivre la situation de très près, se disent que ça ne peut pas nous arriver. Il ne faudrait pas que la situation de Côte d'Ivoire, une situation de non-droit où des gens ont 2 présidents et on ne sait pas ce qui va arriver, il ne faut pas que ces situations arrivent. Il faut que le droit puisse primer dans ce pays, que les textes puissent être appliqués. Des deux côtés, de chez Gbagbo et du côté d'Alassane Ouattara, les gens disent c'est le droit qui est imprimé. Mais je crois que le droit est d'un côté. Et c'est extrêmement grave ce qui se passe dans ce pays, la manière dont le président Gbagbo a pris le pouvoir contre la volonté de tout ce qu'on appelle la communauté internationale. Mais c'est du jamais vu, sauf dans un pays comme la Birmanie. Et vous connaissez ce pays qui existe quelque part en Asie. Le Myanmar du général. Le Myanmar, les choses se passent et rien ne se passe. Mais je crois que ce président Gbagbo, les gens n'ont pas évalué ce genre d'homme il est. C'est un historien. Mais c'est un homme, c'est un animal politique. Il a fait ses calculs. Et quand il a compris qu'il pouvait gagner les élections, les gens ont dit que les sondages ont été organisés et que c'est peut-être ça qui lui a donné le courage d'y aller. Tous les sondages qui ont été organisés avant l'ont donné vainqueur dans tous les cas de figure. Et certainement c'est peut-être ça qui l'a poussé à accepter d'aller aux élections. S'il savait qu'il devait avoir ce résultat que nous voyons devant nous, je crois qu'il ne serait pas allé. Mais c'est un animal politique qui a su rebondir rapidement. Et personne n'a su que ce qui se passait. Par exemple, la nomination de Paul Ndré Yaoundé, qui est le président du Conseil constitutionnel, c'est comme ça qu'on appelle l'organe suprême là-bas. La nomination a suscité beaucoup de controverses en son temps, parce que c'est un membre du FPI. Et les gens ont dit non, que c'était chose. Les opposants ont dit mais non, ils ne pouvaient pas nommer. Et c'est passé un peu comme lettre à la poste. Mais Gbagbo avait déjà ficelé son affaire. Parce qu'au niveau de la CEI, vous en avez certainement parlé, c'est l'opposition qui est majoritaire.
et il s'est trouvé en minorité. Donc tout ce qui s'est passé ces jours-ci a visé à créer un blocage, comment on peut dire, factice. C'est-à-dire empêcher la CEI d'aller jusqu'au bout. Tout le monde a vu cette scène un peu rocambolesque qu'on a vue qu'au Togo. Au Togo, au moins, c'est des militaires qui ont pris des urnes et qui ont disparu. Mais ici, on a vu des dirigeants en constat et tirer des feuilles de papier où on devait lire les résultats. Ça a été extrêmement grave, on a vu ça. Donc, le blocage a été créé à dessein pour permettre au Conseil constitutionnel qui lui a acquis de donner le résultat que le Conseil a donné. Je crois que le professeur Diogbenou en parlait tantôt. Moi, je crois que ce blocage a été créé. On a voulu empêcher la CEI. Et je ne crois pas au délai de 72 heures pour donner les résultats. La Côte d'Ivoire est plus grande que le Nord, 322 000 et quelques kilomètres carrés. Et compiler les résultats en 3 jours, c'était une gageure. Et au premier tour, la CEI n'a pas pu donner les résultats en 2 heures. Et M. Choi, qui est le représentant du secrétaire général de l'ONU, s'impatientait. Parce qu'il disait que ça traînait trop. Moi, j'étais resté dans la période où il n'y avait plus de marché. Les gens ne venaient même plus dans le bureau. Et personne ne disait rien. Aucune autorité ne réagissait. Il y avait comme une tension dans l'air. La CEI n'avait pas pu donner les résultats en 3 jours. Mais pourquoi dit-on qu'elle doit donner les résultats maintenant en 72 heures? Au-delà de ça, c'est le Conseil constitutionnel. Donc c'est un schéma qui a été déjà concocté, de mon point de vue, par le clan Gbagbo, qui a une certaine habileté. Maintenant, il reste à savoir ce qui peut arriver dans le pays. Et c'est une autre paire de manches. Tout à fait. Et je voudrais, avant de passer la parole à M. Diogbenou, vous rappeler quand même que puisque vous n'étiez pas au pays, beaucoup de choses ont été faites par rapport à cette actualité ivoirienne. Canal 3, c'est notre deuxième plateau. Nous, vous étiez tout le temps avec nous, notre troisième plateau d'ailleurs, sur la question en Côte d'Ivoire, et même l'Inter-Express aussi qui a fait une série sur la situation en Côte d'Ivoire. M. Diogbenou, Vincent Folli parlait de Gbagbo tout à l'heure en termes d'animal politique. Est-ce que cet animal politique pourra aujourd'hui résister à la communauté internationale fortement mobilisée qui exprime son soutien sans embâche à Ouattara, élu, reconnu par l'ONU, certifié, dont la nationalité validée par l'ONU, organe désigné justement pour cela? C'est certainement un animal politique, mais un animal politique qui a été surpris par les événements. Comme il a dit, il ne s'attendait pas aux résultats auxquels on est parvenu. Et même en toute hypothèse, même si les 51% qu'il se donne, qu'il s'accorde, étaient avérés, c'est déjà un échec de sa part. 51%, 49%, 48 avec le pourcent, après 2 mandats, dont un en toute illégalité. Et donc, il n'a pas préparé, n'est-ce pas, les événements que nous sommes en train d'analyser. Et donc, il ne s'attendait pas à ce résultat. Donc, c'est un animal politique dont il faut nuancer, me semble-t-il, toute l'intelligence.